C'est encore et toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission Vert Info. C'est votre magazine des questions environnementales et de développement durable, cette production du groupe Vert. Nous sommes à Lusanga, 30 km, en tout cas un peu plus de 30 km de Kikwit, la province du Kwilu. Nous sommes venus voir un certain nombre de choses qui se passent ici, un projet en tout cas intéressant. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau M. René Ngongo Mateso, qui est conseiller de la République, mais il est dans ce projet en tout cas pour un objectif précis. M. René Ngongo, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Bienvenue dans cette émission Vert Info. C'est un plaisir d'être avec les Verts. Voilà, nous sommes donc à Lusanga, comme l'a dit tantôt, et vous avez un projet très intéressant d'agroforesterie, comme on peut le dire. Mais dites-nous d'abord, comment est née cette idée de mettre ou d'implanter ce projet ici à Lusanga, en tout cas à plus de 500 km de Kinshasa? En fait, c'est toute une histoire, hein, les choix de Lusanga, qui n'était pas notre première priorité parce que nous avions commencé déjà des activités à Boteka dans la province de l'Équateur et autour de la plantation de Feronia, parce que nous étions intéressés par la dégradation des sols suite à une longue exploitation par les entreprises qui font les palmiers à huile. Mais lorsqu'on a été chassé par Feronia à Boteka, pour des raisons qu'on n'arrive vraiment pas à comprendre, nous nous sommes retrouvés en train de chercher un site qui répondait aux mêmes préoccupations, ça veut dire plusieurs années d'exploitation des plantations de palmiers à huile, qui est une monoculture qui à la longue détruit le sol. Et Lusanga nous apparaît un site idéal parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Lusanga s'appelait à l'époque Leverville. C'était le quartier général de la grande plantation Unilever depuis l'époque du Congo belge, qui a produit pendant plus de 100 ans de l'huile de palme dans toute la région ici. Et avec le temps, les sols étaient devenus pauvres. Avec nos partenaires, spécialement Renzo qui est un Hollandais, qui s'intéressait lui au volet artistique, nous avons pensé qu'il pouvait encadrer les artistes dans cette zone et nous, comme environnementalistes, on pouvait faire la restauration des terres dégradées avec l'agroforesterie. C'est comme ça que nos premières missions ici datent des années 2012, mais c'est en 2014 qu'on a commencé effectivement à planter les premiers 20 hectares de pilotes pour tester les acacias dans la zone. Et en même temps, depuis 2012, il y avait un travail d'encadrement des artistes ici. On a amené des formateurs de Kinshasa, tous les grands artistes que vous connaissez, en tout cas la plupart est passé par ici, pour former les artistes ici et découvrir les gens qui avaient des talents pour faire l'art, et spécialement ceux qui faisaient les œuvres en argile. Donc on a eu un petit noyau qui a produit des œuvres d'art. Nous les avons scannées sur place ici et on a reproduit les mêmes œuvres, mais cette fois en chocolat aux Pays-Bas. La vente de ces œuvres d'art nous a permis d'avoir nos premiers 20 hectares où on a testé l'agroforesterie et progressivement on est en train d'étendre. Nous avons aujourd'hui autour de 400 hectares qui appartiennent à l'association. Et à l'époque, on avait décidé de créer une association qui regroupait à la fois les artistes qui étaient en même temps planteurs. C'est des artistes planteurs de plantations. Et on a appelé cette association Cercle, comme une union des artistes, Cercle d'art des travailleurs de plantations congolaises, CATPC en sigle. C'est comme ça que nous avons évolué et vous comprenez que nous avons deux volets. Il y a un volet art et un volet agroforesterie. Et c'est le volet art qui finance les travaux d'agroforesterie. Voilà les principes généraux et nous voulons cheminer. Notre rêve, c'est d'avoir dans cette zone
autour de 1000 hectares dans le système agroforesterie pour restaurer les sols qui sont totalement dégradés par plusieurs années de monoculture de palmiers à huile. Alors sur le terrain, M. René, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Sur le terrain, nous avons montré qu'avec l'acacia, et là on a expérimenté plusieurs variétés, finalement c'est l'acacia mangeum qui a montré de bons rendements, tout simplement parce que l'acacia mangeum a des feuilles plus larges, ça veut dire plus de biomasse, plus d'apport en termes d'azote sur le sol. Donc dans ces espaces d'acacia, nous plantons les cultures vivrières et les cultures pérennes. Dans les cultures pérennes, vous trouvez le cacao. Nous avons fait des essais de cacao ici qui ont donné de bons rendements. Nous mettons les palmiers, et là on a amélioré, on a les palmiers nains, contrairement à l'ancienne variété des palmiers qui datait des années 1800. Nous avons les maniocs qu'on essaie de mettre. Là, c'est des cultures vivrières. Vous avez trouvé du maïs partout ici. De temps en temps, on fait les niébés, on fait les haricots, les arachides. Donc, avec ça, imaginez sur 100 hectares lorsque vous produisez du manioc. Donc, ça fait que les maniocs ne posent plus de problème dans la région. Et je dois vous dire qu'en 2012, quand on était ici, il y avait quelques cas de malnutrition qu'on ne voit plus dans la région. Donc les impacts sont là. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, avec la forêt qu'on a créée ici, après le déboisement des années 1800-1900, nous avons constaté le retour des chenilles dans la zone. Donc voilà un peu la réalité sur cette zone-là. Là, c'est du côté agroforesterie, mais pendant ces temps, nos artistes ont pris vraiment de l'ampleur, ils ont évolué, ils expriment toute l'histoire de la plantation à travers les œuvres d'art. Et avec ça, ils ont exposé dans plusieurs musées à travers le monde. Ils ont été à New York, ils ont été à Amsterdam, ils ont été à Tokyo, ils ont été à Eindhoven dernièrement. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en 2024, ils ont exposé à la Biennale de Venise. C'est un grand événement sur le plan artistique. Et pour y arriver, nos artistes ont fait une grande compétition aux Pays-Bas. Et ils ont été sélectionnés parmi les Hollandais pour venir exposer dans les pavillons hollandais à la Biennale de Venise. Je ne sais pas si vous voyez l'impact de ça. Donc c'est des artistes congolais qui ont exposé à Venise, pas dans un pavillon congolais, parce que jusque-là, nous, on n'a pas un pavillon. Et ils ont exposé dans un pavillon hollandais. Et je dois vous dire que ça a été une des meilleures expositions. C'était le pavillon le plus achalandé parce qu'il y avait toujours des gens pour essayer de comprendre les messages derrière les œuvres d'art. Voilà. Alors, sur le terrain, on dit toujours que ce qui est fait sans moi est fait contre moi. Comment les riverains, les communautés locales ont accueilli ces projets? Mais quand je parle d'artistes, c'est ça la communauté locale. On n'a pas amené des gens d'ailleurs. Ce sont les fils terroirs, c'est les enfants d'ici qui sont en train de travailler dans leur plantation. Ils s'appellent eux-mêmes artistes planteurs. C'est des planteurs d'ici qui sont en train de planter pour eux. Et dans les hectares que nous avons ici, ils ont chacun qui 10 hectares, 5 hectares. Ils font avec les membres de famille. Donc c'est un projet qui est fait par les autochtones ici. Donc c'est l'air. Et c'est eux qui expriment les œuvres qui sont produites ici. C'est eux qui s'expriment. Il n'y a pas d'étrangers qui viennent exposer ici. C'est eux-mêmes. Donc c'est comme ça qu'on n'a pas besoin d'appropriation parce que c'est eux qui sont là. C'est vrai qu'on a un ou deux artistes qui sont venus d'autres provinces, mais l'ensemble, plus de 98% des enfants du terroir. Il y a des réalisations, c'est vrai, comme vous l'avez dit tantôt, il y a de l'impact également.
Mais est-ce que dans le vécu quotidien, c'est vrai, c'est un cercle des artistes planteurs, mais il y a aussi d'autres communautés qui vivent quand même aux alentours. Est-ce que ces communautés sont également impactées par le projet de l'agroforesterie et l'art? D'abord, vous avez vu de toute la construction ici, ce ne sont pas les artistes qui construisent. Quand on a des travaux de construction, on prend la main-d'œuvre localement. Quand on produit du maïs sur 100 hectares, ce ne sont pas les artistes qui consomment ça. C'est consommé dans la région. Ce n'est pas vendu à Kikwit ni à Kinshasa. Ça reste dans les milieux. Et il y a plusieurs impacts de l'implication parce que chaque artiste ici a toute une chaîne, vous connaissez, à l'africaine. Les gens bénéficient d'une manière directe ou indirecte. Ils sont affiliés à des hôpitaux où nous payons de l'argent pour les faire soigner. Donc il y a un effet multiplicateur des actions que nous avons ici et ça fait que il y a parfois des conférences qui sont organisées ici, des gens viennent d'ailleurs. Nous avons, pour maintenir la sécurité ici, nous avons des sentinelles. C'est des sentinelles qui ne sont pas recrutés à Kinshasa ni à Kikwit, ils sont récupérés dans les milieux ici locaux. Nous avons des pirogues ici pour faire la traversée. Et c'est toujours ici, localement, les gens... Donc nous sommes en train, petit à petit, d'amener de l'impact sur le plan de la sécurité alimentaire, bien sûr. Mais aussi dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, avec ce que nous sommes en train d'apporter comme réponse. Vous savez qu'en matière de lutte contre les changements climatiques, il y a des stratégies d'atténuation, avec déjà plus de 120 hectares. Nous sommes en train de séquestrer du carbone ici dans la région. Et la production que nous avons aide à l'adaptation. Et cette adaptation impacte pratiquement toute cette région ici. Je voudrais aussi dire que chaque membre du cercle d'art a aussi des activités parce qu'il y a des rentrées sur le plan artistique ou quand ils ont produit sur le plan agricole. Il y en a qui ont acheté des motos. Ça fait qu'ils créent des emplois. Il y en a qui ont fait des petites boutiques par-ci, par-là. Chacun a une petite activité en dehors d'être artiste planteur. Ça fait que ça impacte d'une manière ou d'une autre la communauté. Ici, à l'époque, il y avait Stratégos, une entreprise qui a récupéré pratiquement les acquis de PLZ à l'époque, mais qui s'est plus orienté vers la production de maïs. Et finalement, ils ne produisent plus le maïs, ils achètent pour faire une minoterie qui est là. Donc, dans la zone ici, il y a pratiquement Stratégos et CATPC, mais très souvent Stratégos est aux arrêts. Donc, l'activité la plus permanente ici est l'activité ici au CATPC, où le nombre d'artistes ne fait que croître. Aujourd'hui, je pense qu'on atteint la quarantaine, mais peut-être que dans quelques années, ils seront une centaine d'artistes. Alors, est-ce que tout ça se réalise avec aise? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'aspects qui sont devenus comme des contraintes, des difficultés à la réalisation de vos objectifs? Évidemment, vous connaissez les réalités de notre pays, surtout les Congo profonds. Quand vous avez des activités comme celle-ci, c'est tout de suite tous les services de l'État qui viennent. Je ne dois pas vous dire le nombre de fois où on a scellé nos bureaux, ce qui n'a pas d'impact parce que nous ne sommes pas des bureaucrates. Ils scellent nos bureaux pour dire que nous devons payer des taxes, mais pendant ce temps, les gens font leurs œuvres d'art. Ils n'ont pas besoin d'être dans un atelier, il est fait chez lui en train de faire son argile. Donc, il y a des choses qui se font, beaucoup de tracasseries, beaucoup de services de l'État qui ne nous encouragent pas. Vous avez vu même le pont qui est là, plusieurs fois on a essayé d'arranger le pont, mais on ne sent pas, vous voyez dans quel état de route nous sommes. Donc l'accès n'est pas facile, surtout en saison de pluie. Les ponts qui se menacent de fondements, donc on a beaucoup de difficultés par rapport aux services de l'État qui devaient en principe nous accompagner dans le travail, mais il y a trop de tracasseries,
C'est la nerf, surtout lorsqu'on a des visiteurs étrangers qui sont là. Vous trouvez tous les services qui sont là. Ça ne facilite pas l'attrait des partenaires. Évidemment, nous avons beaucoup d'ambition, avec très peu de moyens. Donc là, c'est une occasion de nous ouvrir aux partenaires pour dire, voilà, avec très peu de moyens, nous avons, vous avez vu, on a réalisé, bon, nous considérons que ce n'est pas encore grand, parce que notre rêve, c'est d'arriver à au moins 1000 hectares. Nous sommes plus ou moins à 10% de notre rêve, mais si on pouvait avoir des moyens conséquents, on allait faire. Dans la région, je ne vais pas prêcher quelqu'un, il y a eu beaucoup de projets pilotes qui ont été exécutés dans ces régions. Ce que vous pouvez voir comme preuve de ces projets, c'est juste les pancartes. On voit des pancartes où on a exécuté des projets, mais vous trouverez rarement un bloc de 10 hectares avec un système qui est installé comme le nôtre. Donc nous appelons à des soutiens. Nous avons beaucoup de programmes. C'est quand qui vous soutient D'abord, nous avons beaucoup de programmes, les fonds forestiers nationaux, nous avons des programmes Fonared et autres. PIRED, nous pensons que nous sommes éligibles parce que nous avons un acquis. Ce n'est pas qu'on va commencer à zéro, mais nous avons déjà. Pour dire ce qui nous finance, principalement, c'est la vente des œuvres d'art. Je vous ai dit que nos artistes exposent, il y a des retombées de ces expositions, il y a la vente de ces œuvres d'art. Surtout lorsqu'on fait des exposés comme à la Biennale de Venise, là vous comprenez que les ventes augmentent. Et à ce moment-là, nous avons un principe au sein de notre association. Chaque rentrée d'œuvres d'art, 50% va directement aux bénéficiaires, ça veut dire aux artistes, et 50% finance les activités d'agroforesterie. Donc ça c'est la grande source. Mais nous avons eu comme ça des fondations. Nous avons notre grand partenaire, c'est IHA, qui nous soutient dès le départ, qui a été avec nous, qui continue à nous soutenir dans la mesure du possible avec les centres de santé, la prise en charge de nos artistes sur le plan social, mais aussi pour trouver la vente des œuvres d'art, l'accompagnement, l'organisation des expositions. De nous-mêmes, on ne pouvait pas compétir. Par exemple à la Biennale. Donc ça c'est IHA qui joue ce rôle d'accompagnement et on met en avant nos artistes plantaires pour faire ces expositions. Il faut y avoir une organisation. Pendant un temps, on a eu l'appui de l'ambassade des Pays-Bas qui nous a appuyés pour faire quelques programmes, notamment les pépinières, l'accompagnement du volet agroforesterie. Et on a comme ça des partenaires qui sont intéressés par là. Vous avez vu un musée qui est construit par des partenaires qui sont intéressés par la production d'œuvres d'art. Donc on a comme ça, de manière sporadique, ce n'est pas très régulier, mais les peu de moyens que nous avons, je dois vous dire, sont visibles, on voit les impacts. Par exemple, un partenaire dit non, moi j'ai été à Lusanga, je pense qu'il faut une salle de conférence, il nous appuie. Et là, quand vous voyez comme ça, les designs viennent de OEMA qui est la grande maison d'architectes à travers le monde. Je me rappelle une fois, une délégation de l'OEMA était venue à Kinshasa. J'ai intéressé certains architectes congolais, mais c'est l'impression quand un joueur de Vita Club rencontre Ronaldo. Vous voyez un peu la comparaison. Donc quand on dit les architectes de l'OEMA vont être là, ils n'en revenaient pas. C'est comme un joueur du film rencontre une star internationale qui ont fait les designs gratuitement pour les petits. Vous allez voir les musées, ça a été designé par ces grandes maisons. C'est des grandes contributions. Donc nous sommes ouverts à toutes sortes de partenariats pourvu que ce soit des entreprises qui ont l'éthique, qui marchent avec ce que nous voulons. Il nous est difficile par exemple d'accepter des fonds des entreprises qui polluent. Qui sont dans les énergies fossiles.
Donc nous, on ne veut pas faire des greenwashing pour dire hey poli et puis ils donnent l'argent à CATPC pour reboiser. Non, nous voulons vraiment des partenaires qui sont dans les efforts de lutte contre le changement climatique, qui appuient la promotion de l'art. À ce moment-là, on est ouvert. Mais avec les peu de moyens qu'on a reçus, nous avons des résultats. Et notre objectif, c'est de ne pas être trop commandeur. Nous voulons que nous-mêmes nous puissions être autonomes en produisant, en réalisant des bénéfices. Pourquoi pas un jour nous espérons être inscrits au marché du carbone, parce qu'avec 500, 600 hectares, nous pouvons être éligibles pour recevoir des fonds de carbone. Et ça peut développer cette région. Vous voyez toute la difficulté en matière d'énergie. Ici, nous avons une rivière et on a fait faire des études pour montrer qu'on est en mesure de produire de l'électricité à partir d'une hydrolienne. Donc, on mettrait dans la rivière qui va produire l'électricité pour la région ici et commencer à transformer. Quand vous avez une grande production de manioc pour l'ensemble, il faut arriver à produire. Et quand vous avez une grande production, il faut écouler. L'état des routes ne le permet pas. Nous pouvons peut-être écouler par la rivière. Donc, tout ça, ce sont des défis qui nous poussent à demander d'appui pour que nous puissions intégrer tous les programmes qui sont au niveau national, que ce soit au ministère de l'Environnement, au ministère de l'Agriculture, au ministère du Développement rural. Voilà des partenaires certains avec lesquels nous voulons cheminer pour que nous puissions avoir des résultats. Donc, on parle de 1 milliard d'arbres pour le programme de notre chef de l'État, qui est cher à notre chef de l'État. Ici, nous sommes intégrés, même si ce n'est pas comptabilisé, mais nous contribuons à notre manière à planter les arbres. Vous avez vu nos pépinières qui sont là. Demain ou ce soir, vous allez visiter ce qu'on a planté là-bas. Donc, nous pouvons compter quelques millions d'arbres plantés ici. Et ça fait un plus dans le programme 1 milliard d'arbres. Mais sur le terrain, vous êtes à une des centaines d'hectares aujourd'hui, et avec l'objectif d'aller à 1000 hectares. Mais comment vous êtes en train d'acquérir ces hectares? Qu'est-ce que vous faites? Avant de répondre à cette question, vous avez aussi parlé des difficultés rencontrées. Vous savez que dans ces zones de savane, au fait c'était des forêts à l'époque qui sont devenues des savanes, il y a des pratiques de feux de brousse. Ça c'est un danger permanent qui nous guette et nous avons veillé à ça depuis plus de 10 ans. Parce que nous avons mis en place des coupe-feux et ainsi de suite, jusqu'au moment où un voisin qui nous avait déjà pris nos 60 hectares, il a utilisé sa force, pas la force de la loi, parce que nous sommes en procès depuis plus de 5 ans. Et il y a pratiquement 3 semaines, il a mis du feu sur notre terrain et on a perdu une vingtaine d'hectares. Ce sont les difficultés et nous avons l'impression que l'État, la justice ne nous sécurise pas. Tous les efforts que nous faisons, un monsieur peut comme ça se réveiller et mettre du feu sur notre terrain parce que tout simplement il est voisin. Vous êtes à une des centaines avec l'objectif d'aller à 1000 hectares, mais comment vous êtes en train d'acquérir ces espaces pour continuer à pratiquer l'agroforesterie? En fait, la première centaine d'hectares qu'on a eu, nous avions acheté ça chez PLZ à l'époque, qui nous vendait des hectares, parce qu'en fait, c'est des hectares qui étaient impropres à l'agriculture. Mais après, lorsqu'on a acheté chez PLZ, on a eu tous les certificats, on s'est rendu compte qu'il y avait des conflits entre PLZ et les communautés. Les communautés disaient que ces terrains ont été arrachés pratiquement de force par les colons belges. Ils ont pris ça de nos ancêtres, ils ont signé des contrats sous contrainte, mais nous, après 100 ans, nous devons les récupérer. Ça veut dire que nous avons acquis les terrains auprès de PLZ, mais on a été obligé de racheter pour une seconde fois auprès des communautés. Donc c'est comme ça que nous avons une partie des terrains qui appartenaient à l'ancien Unilever, que nous avons acheté, mais progressivement nous sommes en train d'acheter. Nous sommes très sollicités par les communautés qui viennent
pour dire non, nous avons autant et nous ne voulons pas prendre beaucoup parce qu'il faut laisser aussi une partie à ces communautés. Oui. On essaie d'avoir des blocs qui sont proches de notre site pour ne pas nous disperser. Ça fait que nos 400 hectares que nous avons, à peu près la moitié vient de l'ancienne concession de Nilevert et les autres, à peu près 200 hectares, on a acheté à une dizaine de communautés et on fait des partenariats avec eux. Parce qu'en plus de ça, lorsqu'on achète, ce sont leurs propres enfants qui travaillent là-bas. Donc il y a une symbiose entre nous et ces chefs pour que ensemble nous puissions apporter du développement dans les milieux. Et quand on a des semences, on distribue aussi auprès de ces communautés. Alors, aujourd'hui, vous êtes à 400 hectares, mais avec cette ambition-là d'aller vraiment à 1000 hectares. Minimum, parce que si on peut aller à 2000, c'est toujours plus intéressant. Alors, quelles sont les perspectives? C'est vrai que la première, peut-être, c'est d'aller à ces 1000 ou au-delà de 1000 hectares, mais en termes d'art, en termes d'agroforesterie, quelles sont les perspectives? En fait, au départ, nos artistes étaient focalisés sur les œuvres d'art en argile. Aujourd'hui, ils sont en train de se perfectionner. Il y en a qui ont fait les dessins. Il y en a qui sont en train de se perfectionner dans plusieurs types de tanneries. D'autres font les œuvres d'art en bois. Donc, il y a une diversification d'œuvres d'art dans la zone. Nous avons un musée d'art. En fait, c'est un musée qui va être achalandé par les œuvres de la région. Les recherches pourront se faire. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés par... En fait, c'est l'histoire orale qu'eux, ils ont acquis de père en fils, qui est traduit sous forme d'art. Et là, il y a des chercheurs. Je vous dis qu'on a organisé plusieurs conférences internationales ici, avec des conférenciers qui sont en présentiel, d'autres en ligne, parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, c'est faisable. Et je vous informe, pendant que nous étions à la Biennale de Venise, nous étions à Venise, mais avec la possibilité d'être connectés au musée. Donc, ceux qui étaient au musée ici pouvaient nous voir à Venise et nous, on les voyait. Donc, c'est comme ça qu'on organise ce type. Et il y a toute cette recherche sur l'œuvre. Je vous ai parlé de la plantation qui a financé le musée. Il y a des chercheurs qui travaillent systématiquement. Il y a beaucoup d'œuvres d'art de ces milieux ici qui se retrouvent dans beaucoup de musées. Vous avez été pour la plupart ici lorsqu'on a fait l'exposition sur le retour de Balo. Ça, c'est un cas. Mais à part Balo, il y a toute une histoire. Donc, sur le plan artistique, on voudrait quand même que les musées servent de centre d'intérêt pour la recherche artistique dans toute cette région ici. Et évidemment, lorsqu'on aura évolué, c'est pourquoi on parle des secteurs de travail de plantation congolaise, on pourra répliquer ces modèles. Je vous informe qu'il y a beaucoup de gouverneurs qui veulent qu'on aille dans leur province, mais on a dit avant de nous disperser, maîtrisons d'abord. On espère que progressivement, on peut ouvrir d'autres musées ailleurs. Là, c'est sur le plan artistique. On voudrait qu'il y ait beaucoup d'artistes qui soient formés, mais assurer la promotion. On espère que d'ici la fin de l'année, on va organiser une activité à Kinshasa pour parler de la Biennale de Venise. Donc, faire connaître nos artistes qui sont plus connus à l'extérieur. À l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Cliquez sur Google, CATPC, Whitekip, c'est le nom affectueux de notre musée. Vous verrez que c'est connu à travers le monde, plus que dans notre pays. Donc on veut quand même corriger cet art-là pour qu'on puisse faire la promotion. Et sur le plan environnemental, évidemment, nous voulons commencer à bénéficier de tous les avantages, notamment les crédits carbone, pour avancer davantage, pour que nous puissions couvrir les besoins en termes de sécurité alimentaire, pas seulement de cette zone, mais de toute la province du Cuivre. Il y a un aspect sur lequel je n'ai pas beaucoup abordé. Les notions d'agroforesterie ne sont pas enseignées dans nos facultés d'agronomie. Dans les écoles secondaires où on fait de l'agronomie,
On parle rarement d'agroforesterie. Et ce site sert de stage pour beaucoup d'écoles, que ce soit au niveau secondaire ou universitaire. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves sont venus passer leur stage ici pour apprendre ce que c'est l'agroforesterie, comment on tient une pépinière, comment on fait ceci. Donc ça aussi, nous contribuons dans la formation des futurs agronomes de notre pays. Les CATPC rallient art et agroforesterie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous suivent pour conclure avec cette émission? Je ne sais pas si à travers le monde, on a fait beaucoup de tours, on a fait des conférences un peu partout. S'il y a des modèles comme celui-là qui font les liens entre l'art et l'agroforesterie. Donc c'est un modèle qui est presque unique, je dirais. On ne sait jamais, peut-être qu'on peut avoir d'autres cas ailleurs, qui nécessitent d'être encouragés. Parce que là, nous sommes en train de résoudre plusieurs problèmes. L'exode rural, ces jeunes-là qui sont là, généralement quand les jeunes ont l'occasion d'aller en Europe, c'est rare de les voir rentrer. Mais tous nos artistes sont partis à la Biennale, vous étiez à 11, je crois. Tous sont rentrés, personne n'est resté. À part les cas malheureux d'un de nos artistes qui est décédé en pleine exposition. Mais tous sont rentrés. Ça veut dire qu'ils rentrent parce qu'ils ont un intérêt ici. Ils sont conscients qu'ils ont un rôle à jouer en termes de plantation, parce que c'est des artistes planteurs, en termes de production, et ils sont en train de produire. Donc voilà un exemple on parle de changement climatique, lutte contre la déforestation. Il ne se passe pas une semaine sans qu'à Kinshasa, on assiste à des ateliers, à des forums. Mais moi, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de venir voir ce qui se passe ici et essayer de planter les arbres, essayer d'appuyer tous les efforts qui se font ici, parce que c'est du concret. C'est du concret. Nous avons aujourd'hui 100 hectares, mais nous pensons que c'est possible d'aller à 1000 hectares. C'est comme ça que nous pensons que dans un futur très proche, nous allons arriver à notre rêve, d'arriver à avoir un minimum de 1000 hectares. Et ce programme est reproductible. Ce que nous faisons ici peut se faire ailleurs dans une autre province, parce que le principe est simple, faire de l'agroforesterie, encadrer des talents. Je vous dis, il y a des talents partout. Des artistes qui peuvent faire un travail de renommée. Ces artistes n'ont jamais été à l'INA, n'ont jamais été dans les écoles d'art. Ils ont ça. C'est comme les musiciens là, qui n'ont jamais été dans les écoles pour entrer la musique, mais qui vous font des chansons c'est un peu ce que nous vivons ici. L'art est dans le sang. Dans le sang, et nous, tout ce que nous demandons, c'est d'accompagner ces jeunes à réaliser l'œuvre et à faire la promotion de leur milieu. Et avec ça, on va éviter l'exode rural. Et puis on va éviter la fuite des jeunes vers les autres cieux où les gens vont aller chercher ce qu'ils ont chez eux. Monsieur René, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité à venir voir ce que nous sommes en train de faire ici à Lusanga, particulièrement dans les villages qu'on appelle Kingangu. Merci beaucoup, Monsieur René. Merci à vous, Madame, Monsieur, d'avoir suivi cette émission Vers Info depuis Lusanga à Kingangu, dans la province du Kwilu. Des choses formidables qui sont en train d'être réalisées ici et avec les CATPC. L'art et l'agroforesterie, en tout cas, font un ici. Et c'est question de disposer encore un peu de volonté, mais s'ils ont encore un peu plus de moyens, en tout cas, ils feraient de grandes choses. Voilà pourquoi nous encourageons les partenaires à soutenir ces projets et ce serait donc quelque chose d'intéressant. Merci une fois de plus d'avoir suivi cette émission qui reviendra la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons heureux de vous retrouver. Portez-vous bien, de bonnes suites de programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.